Massimo Nava fait partie du paysage italien de prestige à Paris. Il est un vieil ami à moi, il a été correspondant du Corriere della Sera, premier quotidien italien, à Paris pendant une dizaine d'années, et maintenant il est resté à Paris en tant qu'éditorialiste de ce même quotidien. Mais je me souviens de l'époque où tu es arrivé à Paris, c'était il y a justement... 2001, justement, donc, après l'attentat de New York. Donc, Voilà. Et donc, tu avais derrière toi un passé d'envoyé de guerre, n'est-ce pas, d'envoyé spécial couvrant des zones chaudes de la planète, et tu as débarqué à Paris en tant que correspondant. Mais d'abord, cette expérience qui précède la période parisienne. Bon, évidemment, c'était toute une expérience tout à fait différente. J'étais sur les grands théâtres de guerre du planète, je peux dire, parce que j'étais en Afrique, j'étais surtout dans les Balkans, j'étais en Afghanistan, Timor-Est, j'ai couvert tout le sud-est asiatique, la révolte de l'Indonésie et beaucoup d'autres sujets, le Rwanda, les massacres de Rwanda, l'Algérie et tout. Donc, évidemment, arriver à Paris était un peu un choc d'une certaine manière, parce qu'on arrive dans une ville merveilleuse. Vivre en France, c'est évidemment une grande possibilité, une grande chance vraiment de changer vie, mais j'ai changé vie, métier, résident et tout, même les habitudes personnelles. Moi, par exemple, j'avais l'habitude d'avoir presque tous les jours des jeans et sans cravate. Et ici à Paris, évidemment, surtout quand on a dans les relations, dans le milieu politique, économique, c'est un peu obligatoire, avoir la cravate et la veste. On est tous les jours à la maison, donc j'ai changé un peu la vie des familles. Ma femme, mes filles avaient l'habitude de jamais, pas jamais, mais en tout cas de me voir avec des intervalles, des périodes, des absentes, parfois même longues. Et donc, le fait d'être tous les jours à la maison, ça a changé aussi notre habitude, notre type de relation. Et surtout, ça a changé évidemment le travail, parce que le travail d'un correspondant de guerre, d'un envoyé spécial, c'est toujours être sous un sujet particulier. C'est ça où les faits se déroulent. On raconte une histoire que dans les contextes d'une guerre, d'une crise politique majeure. Et après, c'est la vie de correspondant. Ici, il faut vraiment s'occuper tous les jours d'un pays, même quand on n'écrit pas, parce qu'on ne fait pas les papiers tous les jours, mais il y a tous les sujets, donc la politique, l'économie, la société, comprendre les pays et surtout sortir dans... Moi, j'essayais toujours de me distinguer dans la démarche de stéréotypes et de préjudices réciproques. C'est-à-dire, même les journaux et les publics italiens ont une idée de la France d'un certain type et qui attendent des correspondants que cette idée soit confirmée. Non, et nous aussi, on est évidemment un peu moins... on arrive ici avec une idée de la France, et après, on connaît un peu mieux les pays, et donc on change aussi d'avis sur certains sujets. Voilà, je me souviens que pendant cette longue période où tu étais correspondant du Corriere, tu t'occupais bien sûr de l'actualité ponctuelle, mais aussi de phénomènes de société, justement peut-être pour renverser ou pour contredire certains lieux communs et pour tenter une analyse de la société française au jour le jour. Oui, mais d'abord, peut-être pour des formations professionnelles, j'essayais toujours de voyager.
cioè de ne pas m'enfermer sur Paris, la vie parisienne, la lecture des journaux parisiens, des hebdomadaires parisiennes, et de sortir, notamment à l'époque de la campagne électorale de Sarkozy, après 2006-2007, les années qu'on a vu la crise majeure de banlieue, la crise des grandes villes, la problématique du Front National. Donc, moi, et encore plus la leçon de 2002, quand l'exploit de Le Pen et l'élimination de Jospin, j'ai perçu tout de suite qu'à mon avis, être enfermé sur Paris pour un correspondant, c'est quelque chose qui emprisonne les idées et l'observation et ne permet pas de connaître bien le pays. Et par exemple, moi, j'étais un des rares que j'étais presque sûr, dès que j'écris un livre dessus et avant de l'élection, les élections, j'étais tellement convaincu que Sarkozy a remporté la présidence de la République de 2007 que j'ai publié un livre avant que de l'élection. Parce que, pas parce que... Je me souviens bien, on l'avait présenté à la librairie. Mais les faits, parce que si on voyage pour la France, on perçut que les choses, même au contraire à Paris, on n'avait plus l'impression que la gauche et l'effet d'avoir une femme à l'Élysée était beaucoup une idée dominante. C'est vrai que d'après les sondages, Ségolène Royal était considérée comme gagnante, et d'ailleurs, c'est pour cela que le Parti socialiste l'avait choisie comme candidate. Si, mais en fait, l'opinion publique, le feeling, la sensibilité de la société française était différent, et on l'a perçu justement. Moi, j'étais allé dans différentes villes et je me suis persuadé que les choses étaient un peu différentes de comme se déroulaient sur Paris. Mais pour revenir à mon expérience précédente, même pendant les années de correspondance à Paris, moi je suis parti plusieurs fois et notamment j'ai suivi toute la guerre en Irak. Donc j'ai quitté Paris en 2003, il y a 10 ans, justement pour poursuivre la guerre en Irak. Voilà, tu as cité ton livre sur Sarkozy. C'est vrai que tu as sorti plusieurs livres au cours de ton activité de journaliste, et donc il y a des livres qui concernent la période qui précède Paris. Moi, je me souviens d'un livre que j'avais beaucoup aimé, Vittime, un livre où le correspondant de guerre se penche sur les conséquences atroces pour les populations et notamment sur les enfants. Ouais. Et je me souviens d'un livre sur la guerre aux Balkans, et c'était Imputato Milosevic. C'est deux livres en fait. C'était la biographie de Milosevic, c'est l'histoire du procès à la Hague sur les crimes de guerre, c'était un autre livre sur la guerre du Kosovo. Mais tu as évoqué Vittime, c'est intéressant parce que c'était une expérience très intéressante pour moi. Dans ce livre, on a inventé à Paris surtout, 2 pièces de théâtre, qui ont été tournées à l'Institut italien de culture et à 2 théâtres ici à Paris, et l'autre était, disons, organisé ici à Paris, mais était tourné à Milan, à Rome, à différentes villes de l'Italie, avec Massimo Ranieri, avec Eleonora Bagnato, était sur mes histoires de guerre. Par la suite, tu t'es consacré à la France, donc Sarkozy, et c'est parfaitement vrai que tu avais prévu avec beaucoup de lucidité la victoire de Sarkozy en 2007, et puis tu as écrit toujours sur des sujets français, par exemple l'histoire des frères Bixio, et l'un des deux qui avait vécu à Paris, une histoire peu connue. Donc tu as mis la loupe sur un détail du 19e siècle italo-français en produisant
un livre qui était un récit passionnant et en même temps l'occasion pour apprendre des choses franchement très peu connues. Ça, je pense que c'est la grande chance de vivre à Paris, de vivre en France, pour un correspondant, pour un journaliste, mais aussi pour un écrivain, parce que on a la possibilité de repérer des histoires, de faire des recherches, d'avoir beaucoup d'informations sur des sujets historiques, avec aussi une certaine facilité. Et surtout, on voit bien comme les liens entre l'Italie et la France dans le contexte historique sont formidables. Tu as évoqué l'histoire du frère Bixio. Bixio, tout le monde, les Italiens au moins, connaissent. Bixio, le général de Garibaldi, qui était le numéro 2 de Risorgimento italiano. Mais personne ne connaît presque rien d'Alexander Bixio, son frère. Il faut le dire, surtout pour nos auditeurs français, c'est-à-dire Bixio était le bras droit de Garibaldi lors de la conquête de la Sicile et du royaume du sud de l'Italie. Du Méridione d'Italie, c'est un des protagonistes de l'unité d'Italie. Ouais. Mais personne ne connaît la figure et l'histoire d'Alexander Bixio, qui était son frère aîné, arrivé en France très jeune, qui au but dans sa carrière est devenu médecin, banquier, administrateur de la Revue du Monde, ministre aussi de Napoléon III et surtout c'est l'homme qui a eu la capacité de tenir les liens entre l'Empire et l'Italie de Cavour à l'époque. Yes. Mais l'autre livre, mon dernier livre, c'est encore un livre un peu français, même s'il parle de mon journal, le Corriere della Sera, parce que j'ai essayé d'écrire l'histoire du fondateur du journal, qui s'appelait Eugenio Torelli Violier, donc le nom dit déjà qu'il était moitié italien, moitié français, et surtout ce jeune garçon qui était d'abord un jeune garibaldien volontaire de Naples pendant la guerre de Risorgimento italienne, mais était le secrétaire d'Alexandre Dumas. Donc cette liaison, cette amitié, ce rapport de submission et protection entre Torelli Violier et Dumas, c'est une relation qui a duré des années. Et à la fin, Dumas a invité ce jeune garçon à Paris, et lui à Paris a appris un peu tout l'art de faire des correspondances, d'être journaliste, d'être écrivain. Et à la fin, retourner en Italie pour fonder le Corriere della Sera. Donc c'est une histoire extraordinaire et c'est tellement lié à l'histoire d'Alexandre Dumas et que ça me donne vraiment l'occasion de reprendre toutes les bases de notre conversation sur cette lien historique fondamental qui est dans l'histoire, mais en même temps il passe dans la vie de tous les jours, entre nous, entre les amis, entre la culture, même si les deux pays on ne se comprend pas bien, il y a toujours un regard plutôt compliqué, surtout sur le niveau politique, et là encore il y a des stéréotypes qui résistent, donc le devoir, à mon avis, de correspondance, c'est vraiment de clarifier cette situation un peu bizarre. Quel est ton regard sur l'Italie et la France d'aujourd'hui, dans le cadre d'une Europe dont on ne sait pas si dans 5 ans elle sera plus forte ou plus faible que maintenant? Sûrement plus faible à mon avis, d'abord, mais en tout cas, les regards, évidemment, la crise italienne, surtout en ce moment, mais la crise italienne, c'est quelque chose qui se déroule depuis des années, et donc on n'a pas eu encore l'après-Berlusconi,
et en même temps, il y a une confusion totale. Mais en même temps, on voit que l'Italie a la capacité ou la tradition d'être un laboratoire anticipateur de tendances. Le succès d'un homme comme Beppe Grillo, c'est-à-dire un comique qui obtient une grande majorité des votes et qui arrive à être presque 25%, presque le premier parti, surtout dans la jeunesse, c'est vraiment quelque chose, c'est pas seulement un vote protestataire, c'est pas seulement un vote de contestation, c'est un phénomène nouveau qu'on ne peut pas simplement réduire à un phénomène de populisme. Et je pense plutôt que Grillo a incarné les messages des indignados, des indignés, des philosophes Hessel qui est disparu il y a quelques semaines. Donc c'est un phénomène beaucoup plus compliqué et que l'Italie c'est un peu un pays précurseur de tout ce phénomène. Et la France est évidemment plus stable, un système politique différent qui garantit quand même une certaine gouvernabilité aussi pour les types de pouvoir qui est confié au président de la République. Mais je vois aussi que même si la crise touche peut-être plus l'Italie, mais qui touche beaucoup la France, les Italiens, je trouve qu'ils réagissent un peu mieux. C'est-à-dire, chez nous, il y a un certain, on l'appelle fatalisme, individualisme, joie de vivre quand même, et donc il y a quelque chose qui fait si que les Italiens résistent un peu mieux. À la crise. Oui, peut-être parce qu'ils ont de l'argent plus caché que les Français, je ne sais pas. En tout cas. Et puis peut-être il y a un réseau de solidarité familiale en Italie. Bon, dans certaines dimensions plutôt rurales, ou des petites villes, ou des petits villages, oui, peut-être. Mais dans les grandes villes, dans les grandes villes, un peu moins. Évidemment, les liaisons entre parents et les liaisons familiales sont plus fortes qu'en France. Mais surtout en France, dans le côté positif et côté négatif, c'est toute la relation avec l'État qui est différente qu'en Italie. C'est-à-dire cette dimension de l'État providence, de l'État qui donne beaucoup de services et tout, et qui coûte beaucoup, fait si que l'individu français c'est moins responsable de son destin. Il confie toujours quelque chose à l'État qui intervient, l'État qui protège, l'État qui ne donne pas suffisant, l'État contre lequel on va protester, l'État qui coûte cher. Donc l'État, c'est toujours un peu la référence. Chez nous, c'est plutôt la société civile, la référence, la famille, les succès individuels, l'amitié, les groupes, la bande, les clans, la mafia aussi, la mafia, c'est, à mon avis, la dimension de la famille, d'un familisme, du clanisme. Donc, c'est là l'interprétation du phénomène de la mafia. Nous avons l'habitude de conclure nos entretiens avec quelques phrases en italien, en considérant qu'une partie de notre public aime beaucoup notre langue et comprend mieux l'italien. Allora, questi 12 anni o 13 a Parigi, 13 ormai. Insomma, si vive bene a Parigi? Sì, si vive bene a Parigi, anche se negli ultimi tempi trovo che ci sia questo paradosso che ritengo abbastanza folle, che in nome di una Parigi più pulita, più ecologica, con meno automobili, più vivibile, si sta trasformando la città e il centro in un inferno di traffico, di inquinamento, e questa decisione di chiudere Ikea io la trovo profondamente sbagliata e anche antidemocratica, perché è una decisione che coinvolge milioni di parigini che lavorano, che vengono intramuros, come dicono i francesi a Parigi, per vivere, per lavorare, per consumare, e si ritrovano imbottigliati in ingorghi giganteschi quando
tutta la strategia delle grandi metropoli europee è piuttosto differente, cioè magari si mette il ticket per entrare, si cerca di limitare il più possibile, si evita la sosta, si chiudono le piccole strade, ma questa intuizione che è stata fatta dai tempi di Pompidou di fare le berge, le voies, dei canali di scorrimento, chiuderli adesso per fare delle piscine o dei passeggi in una città dove il sole, ecco, se devo trovare un difetto come italiano è proprio che, insomma, io vorrei vedere quali sono i bagni parigini durante l'estate. Sì, certo, il sole a Parigi è una merce più rara che No, diciamo che c'è il sole, ma non c'è la temperatura per utilizzare il sole, e quindi ridurre tutto a questo svago lungo la Senna con la gente sopra imbottigliata, perché il problema poi non è soltanto la lotta al traffico delle automobili, è l'imbottigliamento dei taxi e dei bus, certo. Quindi qualcosa che va veramente a colpire la vita e la qualità della vita di tutti. Questi temi che hai elencato saranno sicuramente presenti nella campagna elettorale per il rinnovo del sindaco e delle amministrazioni dei 20 sì, anche se pare che appunto non vedo sinceramente, almeno adesso, difficile azzardare previsioni, ma mi sembra difficile che si torni indietro. Io con un paradosso, una provocazione, ho detto: spero che il prossimo sindaco, la prossima giunta faccia davvero una politica di sinistra. Lo dico appunto come provocazione, nel senso che pensi veramente alle classi popolari, alla gente che lavora, alla gente che deve venire a Parigi, e non pensi soltanto a chi va in bicicletta sulla Senna. E quindi questo contiene una implicita critica nei confronti dell'amministrazione di sinistra uscente. Spero che faccia, d'ora in poi si decidano a fare una politica di sinistra vera, se vengono riconfermati. Grazie Massimo. Grazie a voi.